Merci, merci. Alors, on est parti. Bienvenue pour cette dernier talk de la journée. Sandra et moi-même sommes data scientists à Xebia et ce soir, on va vous parler de deep learning pour la 3e fois de la journée. Et oui. Sauf que là, on va parler de deep learning dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ok, c'est un titre un petit peu provocateur. C'est juste pour faire passer le message on vous a présenté quelques applications du machine learning, du deep learning. Mais derrière, on ne vous a pas vraiment expliqué c'est quoi les bonnes pratiques qu'on met en place pour faire un projet avec du deep learning derrière. Il y a quelques spécificités qu'on va voir. On va comprendre le deep learning de manière plus concrète et voir les différentes stratégies. Donc moi, si je suis décideur et que j'entends parler de deep learning partout, je ne sais pas forcément est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans, est-ce que je peux avoir des retours intéressants à partir de ça. Et moi, je suis développeur. J'ai vraiment envie de toucher à ces techno sexy, mais est-ce que je peux y aller? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je peux en retirer la vraie valeur ajoutée par rapport à mon business à moi? Donc, on va commencer. Qui a vu ma grid ce matin? Ok, les autres, vous pouvez partir. Non, je rigole. On va reprendre quelques exemples de cas d'application dans la vraie vie. Donc, c'est l'exemple qu'on a présenté ce matin, l'application Magritte. C'était une application mobile qui embarque un modèle de deep learning, de reconnaissance d'image. Donc, on a plusieurs écrans pour choisir son langage, choisir son niveau d'apprentissage. Donc, je vais essayer de reconnaître la catégorie de fruits, de reconnaître le fruit. Il va me dire ce qu'il a reconnu dans le langage que j'ai choisi. Bref, c'est un cas d'application. Donc on vous a montré qu'est-ce qu'on a mis derrière, quel type d'algo on a mis en place, mais pas exactement comment est-ce qu'on l'a réalisé dans le quotidien. C'est un exemple parmi d'autres. Sandra reviendra tout à l'heure vers les différents use cases qu'on peut avoir dans le deep learning. Donc déjà on va commencer par essayer de comprendre c'est quoi derrière ce buzzword, derrière ces jolis mots. Donc comment est-ce qu'on va les utiliser et quelles sont leurs premières limitations. Après ça on va parler vraiment de la partie pratique. Ok, c'est quoi le deep learning? J'en entends parler partout, tout le monde me dit c'est super, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il y a derrière tout ça. Déjà, on va distinguer deux choses. On compare souvent deep learning et machine learning. En fait, le deep learning, c'est une branche du machine learning, c'est une catégorie d'algorithmes de machine learning qui ont leurs propres spécificités. Et donc c'est pour ça qu'on va les distinguer. Tout ça va s'englober dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui va regrouper d'autres champs d'application, la robotique et j'en passe et des meilleurs. Donc le deep learning, c'est une sous-catégorie d'algorithmes de machine learning qui ont leurs propres spécificités. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça deep learning? Si on prend ce qu'on appelle un réseau de neurones, le réseau de neurones simple, c'est ce qu'on voit à gauche. J'ai des couches de neurones qui sont connectées entre eux via des poids. Et donc cette première couche rouge ici, c'est mes données d'entrée. Ça va être les pixels de mon image. Ça va être le signal de ma série temporelle. Derrière, j'ai des couches cachées. Et puis, les petits ronds bleus, c'est les prédictions, les différentes classes que je vais chercher à prédire pour les distinguer. Le but d'un réseau de neurones simple, c'est d'apprendre une représentation géométrique complexe de ma donnée pour faire mes prédictions. Ça veut dire que je vais prendre mes pixels d'entrée, je vais faire des transformations géométriques simples pour appliquer ma prédiction. Le deep learning, c'est en fait prendre ce réseau de neurones et mettre plusieurs couches cachées les unes après les autres. Et ces couches cachées, ça me permet d'encapsuler plusieurs transformations géométriques simples pour en faire des représentations géométriques complexes. Et donc d'apprendre au fur et à mesure des choses de plus en plus complexes dans ma donnée. Donc le but, c'est, j'ai ma donnée d'entrée, je dois aller très complexe, j'ai des prédictions à faire dessus. Et donc je vais essayer d'apprendre la structure de cette donnée et de qu'est-ce qui va me permettre de faire mes prédictions et de différencier mes classes, par exemple. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones profonds. Concrètement, si on prend un exemple, cette image est assez classique dans le monde du deep learning. Vous avez un dataset avec des visages, et votre but, c'est de distinguer un visage par rapport à un autre, de prédire si c'est une personne célèbre ou pas, par exemple. Le réseau de neurones, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre en entrée les pixels de mon image, et puis au fur et à mesure, passer par des transformations géométriques simples, donc prendre les valeurs des pixels à certains endroits de mon image, les assembler, faire des multiplications sur leurs valeurs, pour au fur et à mesure apprendre des représentations de ces données. Donc les premières couches, ça va être pour détecter des patterns locaux de mes images, tout ce qui est trait, diagonale, etc.
en fait tout ce qui est présent dans n'importe quelle image. Donc c'est pas avec ça qu'on va faire une prédiction, hein. Tout ça c'est présent dans toutes les images. Sauf que les couches d'après, je vais les assembler, ces différentes formes, pour en faire des caractéristiques qui sont un peu plus représentatives de ce qu'on a dans des visages. Et au final, les dernières couches, c'est vraiment d'être capable d'avoir des patterns qui sont vraiment distinctifs, vraiment qui me permettent de reconnaître un visage plutôt qu'un autre. Et donc on voit que les premières couches, c'est des apprentissages très simples, donc des transformations géométriques simples de ma donnée d'entrée. Puis, en les encapsulant, je vais pouvoir assembler tout ça et avoir des représentations géométriques plus complexes qui vont représenter ce qu'il y a dans ma donnée. Donc ça, c'est tout l'intérêt des réseaux de neurones. On peut mettre potentiellement autant de couches qu'on veut pour apprendre des fonctions de plus en plus complexes. Donc Johan vient de nous montrer que le deep learning, c'est une branche de machine learning avec certaines particularités. Nous allons voir maintenant quelles sont donc les différences les plus marquantes entre les algorithmes de deep learning et le machine learning. La plus grande différence se situe dans la partie feature engineering, donc dans une des étapes de création du modèle. Qu'est-ce que c'est le feature engineering? C'est une dérivation, sélection de différentes caractéristiques pertinentes qui nous permettent à répondre à la question qu'on veut modéliser. Dans le machine learning traditionnel, rappelons les étapes de la création du modèle. D'abord, on a des données brutes. On récupère des données brutes qui ont parfois du bruit. Des données manquantes, des valeurs aberrantes. Donc, on veut d'abord nettoyer ces données pour ensuite passer à la partie feature engineering, donc la récupération, sélection des features. Une fois que le dataset est nettoyé, on a dérivé de features, on peut appliquer sur ce dataset un algorithme de machine learning de notre choix, arbre de décision, régression logistique. Cette partie de nettoyage de données de feature engineering peut prendre jusqu'à 60-70% de temps consacré à la création du modèle. Au contraire, dans les modèles de deep learning, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des données brutes et on va directement appliquer un algorithme de deep learning sur les données brutes, sans la dérivation de features manuellement, sans le nettoyage auparavant. Et maintenant, on va voir plus concrètement à quoi consiste l'extraction de features dans les deux approches des algorithmes. Donc, dans le deep learning traditionnel, on vient de dire, extraction des caractéristiques se fait de manière automatisée. Et cela implique que le niveau d'abstraction de différentes caractéristiques peut être assez élevé. Ils ne sont pas facilement interprétables. Dans le machine learning traditionnel, on extrait des différentes caractéristiques à la main. C'est un travail de data scientist, développeur, avec l'aide de métiers. On extrait des features à la main. Du coup, les features sont facilement compréhensibles, on peut les interpréter. Et ensuite, la troisième différence, c'est dans le deep learning, les features, on les dérive de manière composée. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour mieux comprendre, on peut prendre un exemple de reconnaissance des chats. Imaginons qu'on crée un modèle, un réseau de neurones, on veut reconnaître est-ce que sur une photo se trouve un chat ou une chouette. Donc on a des photos des animaux comme input. Ensuite, à chaque couche de modèle, on va dériver des features de plus en plus complexes. Dans la première couche, ce que le modèle va reconnaître, ce sont les bords, les courbes, les coins de la photo. Donc assez général comme feature. Ensuite, à partir de première couche, on va dériver des features plus détaillées, donc les motifs de fourrure, les yeux, le nez. À partir de ça, donc à chaque couche, on va assembler des caractéristiques dérivées auparavant pour obtenir des formes de plus en plus interprétables et qui vont nous permettre de répondre à la question est-ce que c'est un chat ou un chouette. Donc c'est ça qu'on appelle la manière composée de dérivation des features. Dans le machine learning traditionnel, on n'a pas, c'est pas une obligation, les features peuvent être absolument indépendantes. Donc maintenant qu'on a vu les plus grandes différences dans la conception du modèle entre des algorithmes de deep learning et algorithmes de machine learning classique, on va répondre à la question, donc quels sont des champs d'application?
Notons d'abord qu'on peut appliquer des modèles de deep learning sur les données structurées, aussi bien que sur les données non structurées. On va utiliser des algorithmes de deep learning là où le processus de feature engineering est complexe, là où on a plusieurs différentes structures, types de données. Et donc, par exemple, sur les données des images, notre feature basique, ça sera le pixel. Mais ça sera aussi l'entourage des pixels en question. Pour les données de texte, on va utiliser des mots, mais aussi les compositions des mots, donc le contexte. Pour les données du son, on va analyser des signaux. Dans les données de time series, on va appliquer des modèles de deep learning là où on a des grandes volumétries de données, où on a la complexité des données temporelles, des données à la seconde, par exemple. Ou bien, finalement, on peut aussi appliquer le modèle des algorithmes de deep learning sur les données structurées, surtout s'ils nécessitent un feature engineering complexe. Si on a beaucoup de données, si on a des données catégorielles, beaucoup de variables, si on a des données catégorielles avec plusieurs modalités, ou bien si on a besoin de faire des différents croisements de variables. Et maintenant, plus concrètement, voyons les différentes applications. Pour les données des images, imaginons dans les grandes entreprises de production, on cherche constamment à automatiser le processus de production. Ce qu'on peut faire, ce qui se fait déjà, c'est d'intégrer les modèles de deep learning dans les systèmes de contrôle de qualité. On va donc prendre des photos de différents produits sur le tapis industriel et les analyser pour voir si le produit il correspond à nos prérequis ou bien c'est un produit avec des défauts. Un bel exemple d'une application d'algorithme de deep learning sur les données texte et images, c'est l'analyse des photos des clichés prises par les radars de contrôle de vitesse. La manière comment l'algorithme va fonctionner, c'est qu'on va analyser la photo. À partir de la photo, on va récupérer la zone où se trouve le texte, donc typiquement la plaque d'immatriculation de la voiture. Et à partir de cette zone de texte, on va pouvoir récupérer les chiffres, les lettres, on va les identifier et on va ensuite les stocker dans les bases de données. Donc on n'aura plus besoin à l'analyser chaque photo à la main. Un exemple d'utilisation des données sonores. Dans les voitures modernes, on retrouve souvent des assistants vocaux. Dans ces assistants vocaux, on peut intégrer des algorithmes de deep learning pour analyser la voix du conducteur. Donc la phrase qui est prononcée par le conducteur, elle est comprise et ensuite traduite en commande pour faire un appel, pour écrire un texto ou bien pour éteindre la radio, par exemple. Et le dernier exemple que je voudrais vous présenter, c'est sur les données de time series. Il y a plusieurs applications sur l'industrie de l'aviation ou d'automobile où on analyse des données, des grandes volumétries de données des capteurs. On analyse ça pour qu'on appelle la maintenance préventive, pour prédire des pannes ou bien la durée de vie de différents composants des machines. On vous a donné quelques exemples, bien sûr, il y a beaucoup plus d'applications des modèles de deep learning. En fait, dans chacun de ces exemples, on voit que y a à chaque fois quelque chose qui ressort, c'est que la donnée initiale est assez complexe et c'est difficile d'extraire des choses à la main comme on le fait traditionnellement. Et donc ces algorithmes vont me permettre de franchir cette problématique. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on en parle que maintenant du deep learning ? En fait, les principes existent déjà depuis très longtemps. Les idées derrière les réseaux de neurones, elles sont présentes depuis les années 1950-1960. La notion même de perceptron, donc la partie, le neurone, et le multilayer perceptron, donc la partie où j'assemble ces différents neurones entre eux, ça date des années 1960. L'algorithme de rétropropagation, qui me permet de mettre à jour les différents points de mon réseau de neurones, ça a été créé dans les années 75. Et même les algorithmes aujourd'hui utilisés dans le deep learning de manière le plus classique, qui sont les réseaux de neurones convolutionnels ou les réseaux de neurones récurrents, et ben en fait, ces principes existent déjà depuis les années 90.
Pourquoi est-ce qu'on en parle que depuis ces dernières années? Il y a deux critères principaux qui sont un petit peu... enfin, on s'y attendait, hein. C'est la puissance de calcul. Un algorithme de deep learning, vous l'avez vu avec l'architecture que j'ai montrée au début, il y a potentiellement énormément de couches, donc potentiellement énormément de paramètres à apprendre. Ça veut dire qu'il me faut une grosse puissance de calcul pour déjà faire ces prédictions, mais aussi mettre à jour les différents poids. Donc on va tirer parti aujourd'hui des grosses puissances de calcul de nos propres laptops, ou même d'utiliser des GPU qui permettent de faire ces calculs matriciels qui sont très nombreux. Et en fait, la volumétrie de données est un facteur très très important. On le verra juste après. Plus j'ai de volume de données, plus mon algorithme va être performant. Et en fait, cette quantité de données qu'on a à notre disposition est grandissante depuis les dernières années avec l'essor de l'IoT, les données de capteurs qu'on récupère. Ça devient très très rapide d'obtenir plusieurs gigas, plusieurs téras de données. Et par exemple, avec les datasets qu'on peut trouver sur Internet pour des images ou pour du son, en fait, on a accès assez facilement à aujourd'hui une quantité assez impressionnante de données, chose qu'on n'avait pas ces dernières années. Et donc en fait, c'est ça qui a permis vraiment l'essor et l'utilisation du deep learning, même si les principes existaient déjà précédemment. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de telle performance? Aujourd'hui, on dit que le deep learning permet de faire des prédictions qui sont à l'état de l'art sur beaucoup de cas d'application qu'a donné Sandra. En fait, si on prend les notions de performance sur une échelle complètement quelconque d'un algorithme de machine learning classique, forcément, plus j'ai de données, plus j'ai de bonnes performances. Par contre, au bout d'un moment, j'atteins un plateau. Un plateau, pourquoi? Parce que ce modèle de machine learning, il a une limite dans sa capacité pour approximer une fonction. Je peux apprendre des fonctions relativement complexes, mais pas au-delà d'un certain point. Et donc, à un bout d'un moment, c'est pas la peine d'avoir encore plus de données pour mettre à jour les poids de ma régression linéaire. Un réseau de neurones, qu'on va appeler de taille moyenne, c'est-à-dire qu'avec un certain nombre de couches cachées, en principe, plus j'ai de données, plus je peux apprendre des fonctions complexes. Et je peux atteindre potentiellement des performances plus intéressantes. Voire même avec un réseau de neurones très profond, je peux avoir des performances vraiment à l'état de l'art. C'est pas, je dis pas ça pour survendre le deep learning ou faire du bullshit. L'idée, c'est le but d'un algorithme de machine learning, c'est d'apprendre une fonction, une représentation de ma donnée pour faire les prédictions. Si j'ai beaucoup de données, je peux apprendre un réseau de neurones très profond parce que grâce à cette quantité de données, je ne vais pas faire ce qu'on appelle de l'overfitting, donc l'apprentissage par cœur de mon jeu d'entraînement. J'ai suffisamment de données pour avoir un ensemble de cas de figure que je peux comparer, et donc je vais pouvoir apprendre des fonctions plus complexes sur ma donnée sans apprendre par cœur chacune de mes données de mon jeu d'apprentissage, et donc d'avoir une bonne capacité de généralisation sur le reste. Et ça, c'est vraiment le plus important. Donc finalement, quand on est en volumétrie moyenne, c'est pas forcément la peine de s'amuser avec les derniers modèles de réseau de neurones. C'est vraiment le feature engineering qui va compter. C'est comment est-ce que je vais extraire de l'information de ma donnée pour en tirer de la valeur ajoutée. Par contre, si j'ai beaucoup de données, là, je peux me permettre de laisser l'algorithme apprendre tout seul quelles sont les meilleures représentations de ma donnée pour faire mes prédictions. Et donc c'est vraiment ça qui va compter quand j'ai une grande volumétrie de données. Donc dans la première partie, on a vu qu'est-ce que c'est le deep learning, quelles sont les différences dans la conception du modèle entre deep learning et le machine learning, quelle est sa performance et les différents champs d'application. Et maintenant, on va essayer de répondre à la question, donc comment l'utiliser en pratique. Tout d'abord, répondant à la question, donc quand l'utiliser? Est-ce que moi, dans mon entreprise, est-ce que je peux utiliser ce type de modèle? On a identifié 4 critères, disons. Donc, le premier critère, on va favoriser des modèles de deep learning là où on a des données qui sont déjà volumineux, mais à partir desquelles on a une certaine difficulté de créer des features à la main. Ensuite, on va appliquer des modèles de deep learning là où on n'a pas vraiment besoin d'interpréter des poids de chaque caractéristique, mais plutôt c'est l'output du modèle qui va nous intéresser. Vu le calcul assez complexe, pour entraîner le modèle, on a besoin d'accès aux machines puissantes. Et finalement, pour assurer que les performances de nos modèles sont satisfaisantes, on a besoin de beaucoup de données à disposition.
Ok, donc c'est bien gentil, il y avait pas mal d'informations, mais comment est-ce que je m'y prends dans la réalité, concrètement? J'ai pas mal de choses qui sont tentables. En fait, quand je regarde la littérature, il y a énormément de possibilités, énormément d'architecture de modèles, énormément de configurations possibles, et j'ai potentiellement plein de use cases aussi à mettre en place. Comment est-ce que je m'y prends? En data science en général, machine learning, deep learning, peu importe, j'ai cette chaîne de traitement que je mets en place. Je vais collecter ma donnée, je vais faire un premier split, donc ça veut dire que je vais séparer ce dataset que j'ai en entrée en 2 ou 3 datasets qui me permettent de séparer la partie entraînement de la partie prédiction sur des nouvelles données qui n'ont jamais été utilisées avant pour valider ma performance sur des nouvelles données et valider ma capacité de généralisation. Il y a l'étape qui est grisée ici, ce qu'on appelle le feature engineering, donc ça c'est plutôt spécifique aux algorithmes traditionnels. Et enfin l'entraînement du modèle. À la fin, j'ai un modèle. Ce qui va être important, c'est d'analyser ces erreurs. Et c'est grâce à ces erreurs que je vais pouvoir développer ma stratégie pour améliorer les performances. Ce n'est pas que le modèle que je vais chercher à changer. Il y a peut-être beaucoup d'autres choses que je dois changer en amont. Et donc, en fonction de ces erreurs, je vais savoir où est-ce qu'il faut que je travaille, que je focus mon travail pour améliorer mes performances. Dans le machine learning traditionnel, pour aller améliorer les performances de mon modèle, il y a plusieurs stratégies qui sont souvent, je vais tester un autre modèle, voir s'il y a des meilleures performances. Ou alors, pour ce même modèle, il a ce qu'on appelle des hyperparamètres, donc qui lui sont spécifiques. Et donc, je vais essayer de tuner, de trouver la meilleure combinaison pour améliorer mes performances. C'est peut-être qu'il faut que je rajoute des nouvelles features. Si j'arrive à avoir une feature vraiment explicative de ma donnée, je peux l'utiliser dans mon modèle pour améliorer ses performances. C'est souvent ça qui va vous faire un gain de performance. Et enfin, si je fais ce qu'on appelle de l'overfitting, je vais utiliser des techniques de régularisation qui vont me permettre de trouver un bon compromis entre les performances sur mon jeu d'entraînement et les performances sur mon jeu de test, donc ma capacité de généralisation. C'est vraiment un compromis à trouver. Quand on est en grande volumétrie, quand on fait deep learning, c'est un petit peu moins le cas, ce compromis. Je peux trouver des stratégies qui sont spécifiques entre les performances que j'ai sur mon jeu d'entraînement et les performances que j'ai sur mes autres jeux de données. Donc, je vais séparer mes données en un train set, donc c'est là-dessus que je vais m'entraîner. Un jeu de validation qui va me permettre de faire mon tuning de paramètres. C'est là-dessus que je vais tester chaque combinaison de paramètres sur lesquels je me suis entraîné. Et un dernier jeu qui est le jeu de test, où là, en fait, il n'a été utilisé ni pour l'entraînement, ni pour la validation de mes paramètres. Et c'est vraiment un dataset qui n'a jamais été utilisé par personne pour valider mes performances. Et enfin, j'ai ce qu'on appelle le real world, c'est le dataset en fait, quand j'utilise mon application en live. Donc si je reprends mon exemple de l'application Magritte, c'est quand j'ai déployé mon modèle sur l'application mobile que je vais vérifier est-ce qu'il fait vraiment des bonnes prédictions sur mon application. Et en fonction des erreurs que je fais à chacun de ces endroits, je vais avoir des stratégies qui leur sont spécifiques. Si j'ai des mauvaises performances sur mon jeu d'entraînement, là c'est le cas le plus classique du data scientist, c'est je vais essayer d'améliorer mes performances. Pour améliorer ces performances, peut-être que mon modèle, je ne l'ai pas laissé entraîner sur assez d'itérations. J'ai beaucoup de données, donc je peux lui laisser le temps d'apprendre les bonnes représentations de ma donnée pour améliorer ses performances. Peut-être que mon architecture de réseau de neurones, elle n'est pas assez profonde. Peut-être qu'il faut que je rajoute des couches parce que je n'ai pas pu apprendre des fonctions suffisamment complexes pour vraiment capter toute l'information qu'il y a dans ma donnée. Ou alors, c'est l'optimiseur, donc ce qui va me permettre de mettre à jour les poids de mon réseau de neurones, qu'il faut que je change, il faut que j'en teste d'autres. Donc ça, c'est le cas le plus facile parce qu'il y a directement des stratégies à mettre en place. Maintenant, admettons, j'ai des bonnes performances sur mon jeu d'entraînement, mais je n'ai pas des bonnes performances sur un des autres jeux de données. Là, souvent, le cas de figure, c'est qu'en fait, à la base, je n'avais pas assez de données. C'est quelques portes ouvertes d'enfoncer. Mais si j'ai suffisamment de données, donc je peux apprendre des fonctions complexes tout en ayant une bonne capacité de généralisation. Donc, il faut plus de données. Peut-être que je suis en train de faire de l'overfitting, donc il faut que j'utilise de la régularisation. Il y a des techniques dans le deep learning, je vais revenir un petit peu après, sur ce qu'on appelle de la batch normalization, du dropout. Il y a plein de techniques qui me permettent de simplifier un peu mon réseau de neurones. Et en fait, peut-être que la distribution de données n'est pas forcément idéale entre mon entraînement et la partie prédiction. Je vous prends un exemple. J'ai des très bonnes performances sur mon jeu d'entraînement pour mon application Magritte. J'ai testé sur des jeux de données séparés, mon jeu de validation, mon jeu de test, très bonne performance, je suis très content, donc je déploie mon application. Et là, paf, j'ai pas des bonnes performances. Quand j'utilise mon modèle dans mon application mobile, je prédis pas bien.
Je n'ai pas des bons taux de prédiction, j'ai pas des bonnes probabilités pour chacune des classes que je veux prédire. Pourquoi? Parce que j'ai tout testé avant. Et bien en fait, c'est peut-être que les données que j'utilise dans mon smartphone, qui sont issues de ma caméra, qui sont peut-être un peu plus floutées, un peu plus pas forcément la même dimension, et ben c'est pas la même distribution que ce que j'avais dans mon jeu d'entraînement et mes jeux de validation, parce que ces données-là, je les avais prises d'Internet, j'ai scrappé des données, et donc peut-être qu'elles sont à plus grande dimension, ou alors de meilleure qualité. Et donc ce que l'algorithme a à apprendre ne se généralise pas bien à d'autres distributions de données. Donc ça, c'est ce type de stratégie qu'il faut essayer vraiment de garder en tête. On va revenir juste après. Et enfin, je parle de changer de modèle. C'est bien gentil, mais comment je fais dans ce zoo de réseaux de neurones? Il y a énormément d'architectures qui sont à disposition. Là, encore une fois, quelques portes ouvertes d'enfoncer, on va utiliser et s'inspirer des architectures qui sont déjà existantes. Il y a des modèles qui ont été entraînés sur des cas de figure qui vont peut-être ressembler à vos use cases à vous. Et donc, on peut réutiliser ces modèles, voire même les poids qui ont été appris, pour le spécialiser pour notre cas de figure. Ou alors, si je dois réimplémenter des choses from scratch, eh ben, je vais m'inspirer des réseaux de neurones qui sont performants sur les cas de figure qui sont face à moi. Pour des images, c'est souvent des réseaux de neurones qu'on dit convolutionnels parce qu'ils permettent de capter ce qu'il y a de manière spatiale dans mon image. Pour des données de texte ou de son, c'est souvent des réseaux de neurones récurrents parce qu'il me faut que je garde l'information de ce qui s'est passé dans les étapes précédentes pour faire ma prédiction, etc., etc. Il y a souvent des architectures qui sont spécifiques pour mes cas d'application. Johan vient de nous présenter les différentes stratégies pour améliorer la performance du modèle. Et une des solutions, c'était d'augmenter la taille des données. Donc, comment faire si on a peu de données et on veut appliquer des modèles de deep learning? Une des solutions pour augmenter la taille de notre dataset, c'est data augmentation. Il s'agit d'augmentation de manière artificielle de notre dataset initiaux. Si on prend comme exemple des images, ce qu'on va faire, c'est à partir des images initiaux, on va faire les différentes transformations, des rotations, des changements d'échelle, des transpositions. Pardon. Donc, on va multiplier des images initiaux dans notre dataset et ensuite, on va faire entraînement sur les données plus volumineuses. Une deuxième solution pour augmenter la taille de notre dataset, c'est de récupérer des données qui proviennent d'autres distributions. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on prend un exemple de l'application Magritte, le modèle veut prédire si sur la photo se trouve un légume ou un fruit. Notre base d'entraînement, ce sont des photos qui sont prises par le portable. Et on voit que on a peu de données, on voit que la performance n'est pas très bonne. Donc, ce qu'on va faire, on va récupérer des données qui viennent des autres distributions, des données web, des autres images qui sont similaires à notre problématique. Donc, ça sera aussi des photos de légumes, des fruits, mais qui vont avoir des autres caractéristiques, une autre résolution, un autre format. On va les incorporer dans notre dataset d'entraînement. Par contre, pour les validation sets et pour le test set, on va garder seulement des photos initiaux de notre dataset initial. Donc, une fois qu'on fait un entraînement, et le modèle performe très bien, notre performance est très bien sur le dataset d'entraînement, mais pas sur le jeu de test. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être les données qu'on a récupérées des autres distributions ont la meilleure qualité, sont plus faciles pour le modèle pour récupérer des features, des différentes caractéristiques et de s'entraîner. Donc, dans ce cas-là, si on a le overfitting, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer déjà de s'assurer que des données qu'on récupère de notre distribution sont très, très similaires à nos données initiaux, sont les plus proches de nos données initiaux. Et sinon, s'ils ont des différentes caractéristiques dont on parle de la résolution, peut-être on peut les flutter pour qu'ils ressemblent le plus à nos données initiaux. Donc voilà, c'était deux solutions pour si on a peu de données et on veut augmenter la taille de notre dataset. Et la troisième solution, un peu différente. Donc si on a une faible volumétrie de données,
on ne peut pas augmenter la taille de notre dataset initial. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réutiliser des modèles existants, des architectures existantes, les ajuster sur nos données propres à nous. Les modèles sont par nature hautement réutilisables. Donc si on prend le réseau de neurones, ce qu'on va faire, on va prendre le modèle qui est entraîné sur les très grandes volumétries de données. Donc qui performe beaucoup mieux que le modèle si on avait entraîné sur notre dataset qui n'est pas très volumineux. On va le récupérer ce modèle et on va le spécialiser sur nos données propres à nous, mais seulement les dernières couches de réseau de neurones. Donc voilà, ce sont les 3 solutions si on a peu de données et si on veut toujours appliquer des modèles de deep learning. Et maintenant, on va répondre à la question, est-ce que les algorithmes de deep learning sont interprétables? La réponse à cette question est non. Les modèles de deep learning, les caractéristiques des modèles de deep learning, on ne peut pas les interpréter dans la manière comment on interprète des poids de différentes features de modèles de machine learning classiques. Donc, qu'est-ce que c'est une interprétation? Peut-être clarifiant. Donc, c'est la possibilité de dire quelles caractéristiques du modèle impactent le plus ou le moins notre variable expliquée, donc notre tâche cible. Et si on prend un exemple de diagnostic médical, imaginons qu'on a un modèle qui dit que le patient est malade. Probablement, le médecin va vouloir savoir quelles sont les caractéristiques du patient qui jouent le plus en faveur de la maladie qui est détectée par le modèle, pour pouvoir ensuite appliquer le traitement qui est le plus pertinent. Si on prend un autre exemple, on a des images et notre but, c'est de les labelliser. Là, on n'a pas forcément besoin de savoir quelle partie de l'image nous a permis de détecter que c'est un chat. Ce que nous intéresse le plus, c'est le libellé, donc c'est le output du modèle. Donc ça dépend des cas d'usage, si on a besoin d'interpréter les différentes caractéristiques du modèle ou pas. Souvent, cet argument d'interprétation joue en faveur des algorithmes de machine learning, parce que c'est plus facile d'interpréter les différentes caractéristiques du modèle. Par contre, il y a 2 risques. Le premier risque, c'est si on prend un exemple d'arbre de décision, et nos données en input sont corrélées. Dans le modèle d'arbre de décision, l'impact des variables qui sont corrélées va se compenser entre eux. Donc, si le modèle va prendre un des 2 variables et il va associer le poids comme quoi la variable est impactante, et l'autre sera même parfois éliminée du modèle, mais on ne peut pas arriver aux fausses conclusions comme quoi elle n'a pas d'impact. Et le deuxième risque, c'est si on a un arbre de décision profondeur 5, c'est assez facile de parcourir les différentes étapes de l'arbre de décision et de dire quelles sont les variables, quelles sont les caractéristiques qui influencent le plus le phénomène qu'on va expliquer. Par contre, si on a beaucoup de données avec plusieurs dizaines de variables et notre modèle, le problème qu'on est en train de modéliser a beaucoup de nuances, on va avoir besoin de beaucoup plus de variables dans le modèle et aussi la profondeur du modèle sera plus importante. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus difficile à interpréter des variables parce qu'on a tout simplement des grandes volumétries de données et beaucoup de caractéristiques qui influencent la variable. Néanmoins, il existe des approches qui nous aident à comprendre comment les algorithmes de machine learning, de deep learning fonctionnent et qu'ils essayent de faire parler les black boxes.
Donc, une des solutions, c'est pour les images. Imaginons, on a deux images, un chat et l'autre image où on voit où on voit des contours de chat, mais il y a de différentes couleurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La solution nous propose, pour les images, de décomposer une image en plusieurs parties. On appelle ça une perturbation de l'image. Et ensuite, voir comment le modèle va se comporter si on input, on a le modèle avec juste certaines parties de la photo. Ce qu'on va récupérer, ce sont des probabilités que c'est un chat. Et ensuite, on va appliquer une fonction simple, un modèle linéaire, qui va avoir les différents poids. Et ces poids, on va interpréter dans la manière suivante. Donc, si les poids sont très élevés, ça veut dire que la probabilité dans cet endroit-là de l'image, que c'est un chat, est très élevée. Si les poids sont négatifs, nuls, ça veut dire que cette partie de l'image joue en défaveur, donc ce n'est pas un chat. Et on peut voir donc les contours qui sont en vert, ce sont des pixels de la photo qui jouent le plus en faveur que c'est un chat. Là où on voit le rouge, donc le souris, aussi l'oreille de chat, c'est là où le modèle ne détectait pas que c'est un chat. Ça fait beaucoup de probabilités. Dernière problématique qu'on a souvent, et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au deep learning, mais on va essayer de voir des solutions quand on utilise ce cas d'application, ce type d'algorithme. C'est est-ce que je peux faire confiance dans mes prédictions? Mon application, elle a prédit que la photo que je viens de prendre, c'est une pomme à 98%. Il a l'air confiant. Sauf que le problème, c'est que j'essaie de distinguer les pommes, des bananes, des raisins. Ça se trouve, je lui ai donné une photo de cerise. Et ce qui ressemble le plus à une cerise par rapport au fruit que j'ai entraîné, bah, c'est la pomme. Mais ça se trouve, si j'avais d'autres catégories que j'aurais pris, ou d'autres données, j'aurais commencé à comprendre que, ah non, une cerise, c'est pas une pomme. Donc, souvent, on va avoir des modèles qui nous prédisent un taux de certitude, un taux de prédiction assez important pour une image. Mais je ne peux pas forcément faire confiance dans cette prédiction de manière vraiment réelle. Donc, comment est-ce que je peux faire ça? Il y a des approches qu'on appelle les approches de technique bayésienne qui nous permettent de ne pas prédire une valeur, mais une distribution de probabilités, encore des probabilités, sur ma valeur. Et bien on va faire pareil dans le deep learning. On a ce qu'on appelle des réseaux de neurones bayésiens qui nous permettent de ne pas forcément prédire une valeur, mais prédire une distribution de probabilités autour des différentes classes que je vais prédire. L'idée, c'est quoi? C'est si mon image de ma pomme, elle ressemble à beaucoup d'autres images qu'il y a dans mon dataset qui sont des pommes, et ben, je vais avoir un taux de certitude assez important, puisque en fait, je peux me rapprocher d'autres cas que j'ai déjà vus qui étaient vraiment des pommes. Mais en fait, si mon image de cerise, quand on y réfléchit, elle ne ressemble pas à beaucoup d'autres images que j'avais dans mon jeu d'entraînement. Et donc, en fait, je vais faire une prédiction, mais je vais lui expliquer que mon taux d'incertitude, il est vraiment grand pour cette image-là. Donc, je vais quand même appliquer une prédiction. Je vais dire, bon là, je te dis que je suis quand même assez certain que c'est une pomme, parce que j'ai pas beaucoup d'autres fruits en tête à qui ça ressemble. Mais par contre, j'ai beaucoup d'incertitudes parce qu'elles ne ressemblent pas à toutes les pommes que j'ai vues dans ma vie. Les réseaux de neurones bayésiens, c'est bien, mais c'est compliqué à entraîner. C'est compliqué, il faut beaucoup de puissance de calcul pour les entraîner. C'est encore à l'état de recherche. Parce qu'en fait, on ne va pas propager une seule valeur, on va propager des distributions de probabilités sur les différents poids de mon réseau de neurones. Donc c'est assez compliqué. On va essayer de trouver quelques moyens de contournement pour déjà avoir cette intuition de est-ce que je peux faire confiance dans ma prédiction. Une manière de faire, c'est de rentraîner un autre modèle, cette fois plus simple, par-dessus. J'ai mon dataset, mes différentes caractéristiques ou mon image. J'entraîne un réseau de neurones dessus. Il me fait ma prédiction, très bien. Maintenant, par-dessus, je vais entraîner un autre modèle, cette fois simple, une régression linéaire, un arbre de décision, qui va prendre les mêmes caractéristiques en entrée, mais cette fois, il ne va pas chercher à prédire ma sortie, il va chercher à prédire mon erreur. Donc je vais prendre l'erreur que mon neurone a fait.
Et ça me permet de dire, en fait, en général, pour cette combinaison de features, je fais le plus souvent des erreurs. Et peut-être que c'est là qu'il faut que tu regardes pour améliorer tes performances. C'est une manière simple de déjà tester. Est-ce que je peux dire qu'en général, si cet input il a telle caractéristique, il y a de fortes chances que la prédiction que je te donne, il y a un gros taux d'incertitude. Et quelque chose de plus spécifique au deep learning, c'est ce qu'on appelle le dropout. Le dropout, c'est quoi? C'est une technique de régularisation des réseaux de neurones. Pendant la phase d'entraînement, ce que je vais faire, c'est je vais m'amuser à tuer aléatoirement des neurones. Ça peut paraître un peu débile de faire ça, mais en fait, l'idée derrière, c'est je ne veux pas qu'un neurone se spécialise à reconnaître une seule type de tâche dans mon image ou dans ma donnée d'entrée. Je vais essayer de faire en sorte que cette connaissance se généralise à d'autres neurones. Et donc, en tuant aléatoirement d'une itération à l'autre, pas forcément les mêmes neurones, je vais forcer plusieurs neurones à apprendre le même type de généralisation. Une fois que j'ai fini la phase d'entraînement, je vais réutiliser tous mes neurones pour faire la prédiction. Ça, c'est le cas classique. En fait, pourquoi ne pas utiliser cette technique pour estimer mon incertitude autour de ma prédiction? Ce qu'on peut faire, c'est je prends mon image et je lui fais plusieurs fois la prédiction en utilisant le dropout, en tuant différents neurones dans mon réseau. Et finalement, c'est quoi? Je suis en train d'utiliser plusieurs architectures qui se ressemblent mais qui ne sont pas exactement pareilles, qui ont appris des choses différentes. Si chacune des prédictions que j'ai faites me donne le même résultat, la même classe, ou me donne des chiffres qui sont proches, ok, bonne certitude, c'est quelque chose sur lequel je suis à l'aise. Si par contre je prédis des classes différentes à chacune des architectures différentes que j'utilise, là du coup je peux appliquer un taux d'incertitude beaucoup plus grand et expliquer que je ne suis pas serein sur ma prédiction. Voilà, c'est des petits tips and tricks pour être capable de dire, ok, ça c'est une black box mon modèle, je le sais, mais je peux t'expliquer que je suis serein sur la prédiction que je vais faire et tu peux faire confiance parce que je l'ai bêta-testé sur pas mal de cas de figure. On arrive à la fin de la présentation. Donc voici quelques éléments clés, quelques takeaways. Donc le premier, le deep learning, c'est une branche de machine learning avec certaines particularités. On peut appliquer des algorithmes de deep learning sur les données structurées ainsi que les données non structurées. Les performances sont souvent état de l'art si on a de grandes volumétries de données. Il existe plusieurs stratégies pour améliorer les performances du modèle en fonction où se positionnent des erreurs. Si on a peu de données, on peut toujours utiliser des algorithmes de deep learning et on peut donc appliquer des solutions suivantes. Donc, data augmentation, ajout des données des autres distributions, ou bien le transfer learning. Et finalement, les modèles ne sont pas simplement interprétables, comme la plupart des modèles de machine learning. Et si vous voulez tester les algorithmes de deep learning demain, on vous propose d'utiliser des frameworks existants, ne pas développer tout from scratch, de mettre rapidement en place une chaîne de traitement complète et ensuite itérer là-dessus pour améliorer les performances. Et si on parle de framework, il existe plusieurs frameworks sur le marché. Tous ces frameworks que vous voyez, ce sont des frameworks open source. Il faut choisir en fonction de l'utilisation cible, en fonction de maturité. Donc, par exemple, le framework TensorFlow, on en a parlé beaucoup aujourd'hui de différentes applications faites avec TensorFlow. C'est un framework de bas niveau qui est production ready. Au contraire, Keras est plutôt pour les personnes qui vont pour la première fois utiliser le deep learning. C'est bien pour le prototypage rapide, c'est assez haut niveau. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Je sais que c'était dur, cette dernière compte de la journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Déjà, merci pour cette présentation de qualité.
En fait, je voulais savoir au niveau. Tout à l'heure, vous disiez que chaque couche du réseau de neurones correspondait à un aspect de peut-être l'image, par exemple les différentes formes ou les couleurs, etc. Est-ce qu'on sait expliquer tout le temps à quel aspect correspond chaque couche et comment on fait auquel cas? En fait, ce qu'on explique une couche va être capable de reconnaître certaines formes. L'idée, c'est quoi? C'est pas que le neurone ressemble à telle forme. Hein. C'est quels sont les inputs, tes images d'entrée, qui activent le plus ce neurone-là. Et donc, du coup, tu vas tester plusieurs formes, plusieurs configurations, et tu vas voir que c'est cette configuration-là qui active le plus ce neurone-là. Et en fait, pour des images, c'est assez compréhensible. Par contre, pour du données de texte, de son, là, ça devient plus compliqué. Tu peux essayer de voir sur la reconnaissance de texte, qu'est-ce qui active le plus, quels sont les champs lexicaux, quels sont les types de mots qui activent le plus tel ou tel neurone. Et voilà, c'est à chaque fois, c'est pas le neurone qui se spécialise là-dessus, c'est on va essayer de voir quels sont les inputs qui te maximisent ton activation, donc l'utilisation de ce neurone-là. Peut-être que j'ai dû mal m'exprimer du coup sur le coup. En fait, je pensais que chaque couche du réseau de neurones pouvait correspondre à l'explication d'un aspect de notre dataset. Ouais. Pas vraiment au niveau du neurone, mais vraiment au niveau de la couche qui correspond au niveau des shades, des niveaux de grille peut-être, des formes, etc. Et plus on va du coup dans les couches, plus on se spécialise par rapport à notre distribution. Ça, plus tu vas assembler ces différentes formes simples pour être capable de reconnaître ta problématique à toi. Moi, je veux reconnaître une pomme d'une banane, donc du coup, je vais assembler les différentes formes pour avoir des formes plus arrondies pour la pomme et des formes plus ovales pour la banane. Et c'est là que du coup, tu vas te spécialiser sur cette dernière couche. Et c'est ça qu'on utilise dans le transfer learning. C'est les premières choses qu'on retire, c'est commun à tout le monde. Par contre, pour assembler ces différentes features, là, du coup, j'ai besoin de me spécialiser pour mon problème à moi. D'accord, merci. Question là-bas. Vous avez dit que Keras, c'était de plus haut niveau. Est-ce que tout de même, on peut aller en production, faire des choses viables avec Keras, ou c'est vraiment du prototypage pour voir? À ma connaissance, oui, c'est une des applications. Dans une des conférences, j'ai vu une application où, effectivement, avec le framework Keras, on est allé jusqu'à production, mais c'est plutôt, on parle que c'est au niveau, parce que c'est au moment de développement du modèle qu'on n'a pas vraiment la main sur l'ensemble des paramètres, l'ensemble des étapes de la modélisation. Tu veux compléter peut-être? Je me permets de compléter. Il n'y a pas forcément d'implémentation spécifique pour la mise en production dans Keras. En fait, si tu veux, dans les dernières versions de TensorFlow, Keras est intégré directement. Et TensorFlow, tu vas avoir TensorFlow Serving, la partie TensorFlow Lite pour l'application mobile. En fait, voilà, tu as tout un ensemble de packaging derrière qui te permet de pousser ça plus simplement en production. Après, il y a des cas d'application de Keras en production complètement. Ouais. C'est très facile pour le prototypage et de pousser rapidement une version en production sans problème. Et ça va de plus en plus aussi vers ça. Hein. TensorFlow a de plus en plus d'API plus haut niveau aussi pour faciliter ce type de calcul. J'aurais une deuxième question concernant le transfer learning. Est-ce qu'il y a vraiment... où est-ce qu'on peut trouver les différents types de réseaux de neurones préentraînés et sur quel sujet? Enfin, j'en connais qu'un sur ImageNet, mais... Où les trouver dans les frameworks que tu utilises, souvent il y a des tutoriels, des ressources qui te permettent de dire voilà, ce modèle-là est pré-entraîné et je peux le télécharger dans mon framework préféré de manière très simple. Après, l'utilisation le plus classique, c'est pour le traitement d'images. Mais tu peux très bien trouver des réseaux pré-entraînés sur la génération de texte, sur des signaux sonores. Le tout, c'est de réutiliser bien les poids qui t'intéressent pour le spécialiser à ta tâche à toi. En fait, voilà ça, Transfer Learning, on peut l'utiliser par exemple comme dans l'application qu'on a montrée là, mais on peut voir ça aussi comme une manière d'initialiser les poids de notre réseau de neurones, sans forcément de spécialiser juste à la fin. C'est juste une manière d'initialiser les différents poids plutôt que de tous les apprendre from scratch en commençant de manière aléatoire.
Ok, merci. Merci. Alors j'aurais deux questions qui sont relatives à l'entraînement du modèle. La première tient au split des datatests, des datasets de test et train. Est-ce qu'on garde la même proportion 80-20 environ qu'on a dans le machine learning classique, ou est-ce qu'on est plus dans du 90-95 10 5%? Et la deuxième question tient aux hyperparamètres. Est-ce qu'on peut faire de la cross-validation un peu classique comme on fait en machine learning, ou est-ce que ça prend trop de temps, etc. C'est trop compliqué, il y a trop d'hyperparamètres de partout pour faire une cross-validation de cette façon-là? Pour répondre à ta première question, vu que dans des algorithmes de deep learning, on va utiliser très grande volumétrie de données, on a parfois... ça suffit de faire l'entraînement sur 99% de nos données et 1% pour le données, 1% pour validation et 1% pour le test set. Vu la quantité de données, on n'a plus besoin de faire ce split de 75, 25. Parce que c'est la quantité de données qui va jouer. Je me rappelle plus ta deuxième question. C'était oui. Complètement, en fait, c'est des hyperparamètres de ton réseau de neurones. Qu'est-ce que tu vas essayer de tuner? Tu vas essayer de tuner le nombre de couches de ton réseau de neurones. Tu vas essayer de te dire, pour cette couche-là, combien est-ce que je vais mettre de neurones? 100, 500, 1000, j'en sais rien. Donc ça, c'est des paramètres que tu vas tuner, que tu vas définir comme hyperparamètres de ton modèle, et tu vas les tester comme de la cross-validation normale, du grid search classique. Donc tu vas tester une architecture différente, tu vas tester le nombre de couches, tu vas tester le nombre de neurones par couche, tu vas tester ton learning rate, donc ton taux d'apprentissage. Voilà, c'est des hyperparamètres que tu tunes exactement de la même manière. Et en termes de temps, par contre, c'est beaucoup plus long qu'une cross-validation classique? En fait, c'est pas la cross-validation en tant que telle qui est longue, mais c'est l'entraînement d'un modèle. Et donc, oui, forcément, ça va prendre plus de temps. Si tu as la puissance de calcul, si tu peux paralléliser différents entraînements, ça va t'aider. Par contre, forcément, c'est un temps non négligeable à consacrer. Merci. Ouais. Bientôt le cocktail, ça va venir. Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait un retour d'expérience relatif au deep learning ou au machine learning par rapport à une usine logicielle du type intégration continue. Excusez-moi, je sais pas comment. Si jamais on voulait appliquer cela à une chaîne d'intégration continue, est-ce qu'il y a des pratiques ou un retour d'expérience particulier que vous avez sur ce sujet? On parle d'usine logicielle, de l'usine logicielle. C'est ça. Ok, donc il y a eu un super talk de Loïc juste avant là-dessus. En fait, c'est pas spécifique au deep learning en particulier. En fait, vous voyez ça comme un modèle, un algorithme. Et donc, du coup, je vais devoir trouver des moyens de déclencher automatiquement un réentraînement de modèle s'il faut. J'ai des nouvelles images, des nouvelles données, je vais pouvoir mettre à jour mes différents poids de réseau de neurones. La différence, c'est que je vais peut-être pas utiliser un nouveau modèle from scratch. Je vais utiliser mon architecture de réseau de neurones telle quelle, et je vais prendre les poids de la dernière itération et le mettre à jour avec les nouvelles images. Donc ça, en fait, c'est des déclenchements de build qu'on peut faire. Il n'y a pas de solution toute faite, comme l'expliquait Loïc. Par contre, des systèmes de tagging des données que j'ai prédit, d'essayer de monitorer les performances au fur et à mesure du temps. Si je déclenche un nouvel entraînement, je vais essayer de le proof tester avant de le déployer en production. C'est tout un ensemble de bonnes pratiques qu'on essaie de mettre en place, mais qui ne sont pas forcément spécifiques au deep learning. Il y avait une question là-bas, il me semble. Dernière question, je crois. Alors moi je m'y connais pas trop. J'ai l'impression que pour le machine learning, il y avait encore besoin de compétences de dev pour implémenter des choses. Est-ce que dans le deep learning, il y a vraiment encore besoin de cette compétence? Ou est-ce que c'est maintenant ouvert à tout le monde? C'est pas parce que l'algo apprend tout seul des features, par exemple, que la vie est belle et que c'est fini. Il y a énormément
de travail de comment est-ce que je vais structurer mon réseau de neurones de bonnes pratiques, de comment est-ce que je vais choisir l'architecture de problématiques finalement, peut-être qu'il va apprendre des features tout seul, mais la partie gestion de mes données d'entrée, elle est assez importante. Par exemple, si, pour le cas des images, il faut que toutes les images soient de la même dimension, ou alors qu'il faut que je les resize, etc. Donc il y a énormément de travail de préparation de la donnée à faire, et interprétation des résultats, d'utilisation même des résultats. C'est pas parce que je fais pas ce travail à la main qui est assez fastidieux de feature engineering que je dois pas essayer de comprendre d'où est-ce que viennent mes erreurs et comment est-ce que je peux améliorer mes performances. Donc c'est vraiment cet aspect-là plus de développement en fait, d'essayer d'améliorer de manière continue mes performances et d'essayer d'interpréter pourquoi est-ce qu'il fait telle ou telle prédiction. Je prends un exemple. Si tu essayes de prédire, de distinguer un ours polaire d'un chien, complètement aléatoire, si tu fais une erreur et que ton chien est dans la neige et tu dis je te prédis que c'est un ours polaire, tu dis c'est bizarre, j'avais des bonnes performances. Et en fait peut-être que l'algo il a appris à distinguer la neige qu'il y a autour de mon cher ours polaire et qui ne sait pas ce que c'est un ours polaire. Et en fait voilà, tu essaies de comprendre tes erreurs pour voir comment est-ce que tu peux améliorer ton algo, comment tu peux améliorer tes données d'entrée pour du coup il me faut des photos avec d'autres backgrounds par exemple. Mais pas de programmation là-dedans du coup, on est d'accord. Pour dériver des caractéristiques des données, c'est ça? Pour améliorer et configurer le réseau de neurones. Je suis pas complètement d'accord. Il y a quand même besoin de coder pas mal pour le mettre en place, ce réseau de neurones. Ok, ça marche. Vraiment, il y a beaucoup de dev. Ça dépend du framework qu'on utilise. Si c'est plus haut niveau, ok, c'est des enchaînements de boîtes déjà existantes. Par contre, si j'ai besoin vraiment de customiser mon algo, je dois descendre le plus bas niveau et vraiment comprendre chacune des interactions. Il y a énormément de travail à faire sur savoir quelles sont les dimensions de mes tenseurs, on appelle ça, entre les différentes parties. Si je fais de réseau de neurones récurrent, est-ce que la séquence que je lui donne en entrée est bien cohérente avec ce que j'essaie de prédire? En fait, ça fait beaucoup poser de questions sur la donnée brute et oui, peut-être un peu moins sur la partie vraiment extraction de feature métier. Mais il y a énormément de travail. Ok, j'ai compris. Et on va s'arrêter là. Merci à tous. J'espère que cette XBCon vous a plu. C'est un plaisir de vous recevoir et c'est un plaisir de partager un verre avec vous juste à côté. Merci.